Oui, on lui dira que le soldat nous a envoyé chercher un bidon de lait pour une leçon de choses. Bon, jugea crédule. Une leçon de choses sur les poisons et les antidotes. Elle nous croira. Et si elle ne nous croit pas, objectai-je, on la tuera, dit Tamiraki. Je me tournai vers elle et croisai son regard. Elle avait les yeux troubles, comme pendant les moments où elle débitait des images incongrues, des images terribles, des images qui faisaient peur, comme pendant ses crises de délire. On la noira dans du lait, dans du poison, murmura-t-elle entre ses dents, plus pour elle-même que pour moi. Dans une flaque de poison. On la longera à côté du soldat et on les décapitera. On n'a pas de couteau, objectai-je. On les décapitera à la main avec les dents, murmura-t-elle. L'intonation de Rita Mirvakis n'avait pratiquement rien d'anormal. Pendant plusieurs minutes, je me repliais sur moi-même. Je me sentais incapable de déterminer si je me trouvais en état de veille ou si j'étais en train de m'enfoncer dans une nouvelle phase de rêve, dans une période plus cauchemardesque de mon existence réelle ou onirique. Je ne savais plus à quel niveau de la réalité je me plaçais. Je ne sais pas vous, mais c'est quelque chose sur quoi je m'interrogeais régulièrement à l'époque. Et pas plus qu'aujourd'hui, je n'obtenais en réponse la moindre certitude. Dormir dans le feu, dormir au fond du malheur, dormir dans les pierres, dormir enfin dans un rêve de victoire, dormir enfin dans un rêve de durée éternellement figée, dormir enfin au cœur d'un conte de la Mémé Holgold, dormir dans la mort, dormir sans fin dans la non-mort, dormir sans connaître l'extinction des autres, dormir avec nos sœurs, dormir avec nos animaux préférés, dormir sans partage, dormir en partageant son corps avec le reste du monde, dormir en oubliant, dormir en se rappelant tout jusqu'au moindre détail, dormir avec toi, dormir au fond de l'espace noir, ne plus dormir, ne plus jamais dormir, s'allonger avec les flammes, s'allonger à côté des flammes, vivre infiniment et jusqu'au bout, ne plus faire de différence entre le sommeil et la vie, dormir jusqu'au réveil, dormir dans la peau d'un cormoran étrange, se réveiller et vivre à nouveau dans la peau d'un cormoran étrange, comme dans les contes de la Mémé Holgold, comme dans la réalité. À tes pieds, le linoléum se fend brusquement et laisse échapper un jet de vapeur rousse, huileuse, répugnante. Tu fais un pas en arrière. Tu n'es pas encore habitué à la marche dans le feu. Tu as du mal à admettre que tu n'es plus Mariama Adougaï, que déjà tu t'es transformé en cormoran géant et étrange. Les Tibétaines t'avaient prévenu. La Mémé Holgold en parlait souvent dans ses contes. Tu es morte, tu n'es pas morte, tu marches dans le feu. Le linoléum se rassemble en magma racorni. Il émet des gaz toxiques, il émet une fétidité indescriptible. L'air est bouillant, les murs faceillent comme des voiles sous le vent. Les couleurs et l'obscurité mutuellement se neutralisent. Tu avances à l'intérieur de l'orange. Tu traverses des nuages de rouge et d'orange, dont jusque-là tu ignorais l'existence. Mandre camphrée, miséria nucléaire, houle d'amour. Tu avances encore dans le temps arrêté. Tu n'es pas encore complètement consciente que tu es devenu un cormoran étrange. Tu n'es pas encore persuadé que tu vis pour toujours dans le feu. Et maintenant, sans douleur aucune, l'idée te paraît encore trop peu familière, incongrue, extravagante. Mais c'est parce que tu as encore le souvenir de Mariama Adougaï. Tu es encore le souvenir de Mariama Adougaï. C'est cela, oui. Tu es déjà un cormoran étrange. Tu n'es plus Mariama Adougaï, mais tu es encore ce souvenir-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, me réveiller en oiseau au milieu d'un incendie, ça me fait un peu peur. Me réveiller couvert de plumes, à l'intérieur d'un décor de flammes quasiment pétrifié, ouais, c'est ça qui me ferait un peu peur. La solitude aussi. Savoir qu'on va échanger quelques phrases de temps en temps avec les autres pendant une très très longue durée, mais qu'au fond on restera enfermé au cœur de ces plumes, sans avoir grand chose à faire, ou seulement des tâches mineures jusqu'à la fin de l'incendie dont on ne verra jamais la fin. Je ne crois pas que vous vous sentiriez bien dans ce genre d'immortalité. En tout cas, moi, l'idée ne me plaît pas particulièrement.
Si ça m'arrivait, je devrais bien l'accepter, à mon corps descendant. Mais ça ne me plairait pas plus que ça. D'ailleurs, personne jusqu'à présent n'est revenu pour décrire comment sont les choses. De ce point de vue, ne serait-ce que de ce point de vue, l'entreprise entière est suspecte. On peut comprendre que la communication soit difficile, mais tout de même, aucune manifestation d'aucune sorte pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'une légende, d'une simple légende sortie d'imagination de la mémé Holgold. Il paraît qu'on n'a même pas le choix d'oiseau. C'est se métamorphoser en cormoran étrange, ou rien, à prendre ou à laisser. Sortir de son cadavre carbonisé ou en bois de lèvres, se mettre debout au milieu des flammes, se désébouriser les plumes et commencer à vivre l'éternité en plein incendie. Et découvrir que tous les survivants, hommes et femmes, ont désormais l'aspect de cormorans étranges. Et comprendre que c'est sans retour, que c'est à prendre ou à laisser. Et avoir confusément perdu son identité au point de ne plus pouvoir affirmer si on s'appelle Rita Mirbraki, Élise Lampe ou Drogman Baatar. Je ne sais pas vous, mais moi, ça aurait plutôt tendance à me mettre très mal à l'aise. La fumée bouillante avait commencé à nous cuire la peau des mains et du visage. Sur le crâne de certaines d'entre nous, les cheveux s'embrasaient. Tu te rappelles, dans les contes de la mémé Holgold, quand l'éléphant changeait de demeure, demanda d'Ariane Afrique, quand elle faisait ses premiers pas dans les mondes intermédiaires, qu'elle se fichait bien du passé et du présent horrible? Non, dit Lula Maldarivian, je ne me rappelle pas, je m'en fiche. Ton nom, Mariama Adougai. Tu es au bord de l'abîme. Le temps s'est crevassé devant toi, l'espace n'est plus. Tu aimerais que je m'approche une dernière fois, que je sois étroitement collé à toi une dernière fois, pour que la peur du départ et la douleur de la solitude se fassent moins fortes. Tu appelles. Il n'y a plus ni temps ni espace. Il n'y a plus que de l'obscurité enflammée. Tu dis ton nom, notre nom, et tu appelles. Tu dis nos souvenirs, tu aimerais dire nos souvenirs, ceux qui t'appartiennent et ceux qui sont ensevelis chez les autres et qu'elles n'ont jamais confiés à personne. Tu aimerais désenfouir nos souvenirs. Tu ouvres la bouche, mais à l'intérieur il n'y a plus ni souffle ni mot. Tu es au milieu de la lune noire et tu appelles. Personne ne répond. Tu écartes les ailes, tu les déploies, tu brasses l'air et la ténèbre brûlante autour de toi. Tu aimerais t'envoler, ou du moins te maintenir quelque part suspendu entre deux mondes. Tu aimerais longtemps voler et longtemps oublier. Remerciements. Sans Martha et Boris Bielougin, qui m'ont extrait du marigot où j'étais malencontreusement tombé avec la sacoche qui contenait mon manuscrit, je n'aurais jamais pu mener à bien mon entreprise littéraire et donner à mon éditeur la version finale de Rendez-vous chez les Boyolles. Je tiens donc à remercier ici chaleureusement Martha et Boris, deux personnes exquises qui ont su, avec une grande présence d'esprit, aller chercher les cordes et les planches très actrices, ainsi que la couverture au beau motif écossais dans laquelle j'ai pu reprendre mes esprits. Remerciements. Merci aussi à Emilia Forban qui, pendant la soirée d'adieu, m'a permis de toucher et d'embrasser sa délicieuse poitrine, ce qui m'a inspiré la fin de Mladen-Popek au paradis. Mes remerciements seraient particulièrement incomplets si je m'y associais Myriam Bulberger. Dans la grande évolution politique et les contacts avec le monde de la subversion dans le nord de l'Europe m'ont permis d'évoquer sans trop d'erreur les réseaux Cro-Blanc, ainsi que le réseau Valpolicella et les militants de la gauche radicale islandaise. Si jamais des incongruités se sont glissées dans mes descriptions, la faute ne peut pas lui être imputée, et seule mon imprudence d'auteur en est responsable. Aux renseignements précieux que Myriam Bulberger m'a fournis sans la moindre réticence, j'aimerais ici ajouter, comme méritant également une reconnaissance vive et éternelle, la grâce de Myriam Bulberger, son rire, sa disponibilité de tous les instants, ainsi que son insurpassable haute busto à la Lomane.